Et on démarre cette semaine un petit peu tard ce lundi, c'est vrai, mais on la démarre comme d'habitude en faisant la récap de la semaine dernière. Petit changement cette fois-ci en fin de vidéo, on va répondre à la question qui a été posée en commentaire, du moins à une des questions posées en commentaire. Et je vais prendre cette habitude de répondre de temps en temps à une question en commentaire dans mes vidéos habituelles. Bienvenue sur l'actu des sondages, c'est la récap. Et vous êtes bien sur Stats et Société, la chaîne qui vous parle de stats et de sujets de société. Donc, on va commencer par étudier les récapitulatifs des sondages de la semaine dernière pour voir où nous en sommes par rapport aux semaines précédentes. On verra les premiers tours, second tour, et enfin, on passera à la question que vous voyez s'afficher, donc pourquoi Emmanuel Macron est crédité de 30 à 31% en ce moment. Allez, c'est parti, et on va commencer par le premier graphique. Donc ici, c'est l'ensemble des sondages publiés par des instituts de sondage en France. Alors lorsque je dis l'ensemble, ce sont ceux qui sont reconnus par la commission des sondages. Je ne prends pas en compte les sondages qui sont publiés à l'étranger ou qui sont sur des sites qui ne respectent pas forcément les normes de la commission des sondages. Je vous expliquerai peut-être un jour dans une vidéo dédiée, mais peut-être que je vous ferai un petit speech à la fin de pourquoi je fais ce choix-là. Mais toujours est-il que donc dans les sondages actuellement, donc Emmanuel Macron est bien crédité entre 30 et 31%, donc si on prend l'ensemble des sondages, ça va en réalité de 28 à 33,5, mais le gros des instituts c'est entre 30 et 31,5. Marine Le Pen est beaucoup plus confortablement installée à la seconde place avec 16,56. Elle n'a pas vraiment bougé, mais elle profite de la baisse à la fois de Valérie Pécresse et d'Éric Zemmour qui chacun ont perdu en tout 4 ou 5 points par rapport à leur maximum. Donc pour Éric Zemmour, c'est plutôt un peu moins de 3 points. Du coup, Jean-Luc Mélenchon est maintenant donc se rapproche de la troisième place avec 12,13%. Il dépasse dorénavant Valérie Pécresse, mais il est aussi en bonne voie pour pouvoir dépasser la semaine prochaine ou la suivante Éric Zemmour. On notera Yannick Jadot, donc qui est le dernier candidat à être au-dessus des 5%, à 5% et demi. On va voir maintenant le graphique des premiers tours. Donc ici, ce ne sont pas tous les instituts qui ont publié, mais seulement les instituts qui publient au moins une fois par semaine régulièrement. L'idée, c'est que comme chaque institut peut avoir un biais, si je prends tous les instituts pêle-mêle, en fonction des instituts qui publient ou pas, je vais avoir des biais différents semaine après semaine. Ici, ça permet de vérifier les mesures, les variations de l'opinion, sans avoir des variations de correction des instituts de sondage, puisque ce sont toujours les mêmes instituts de sondage avec les mêmes méthodes. Donc Emmanuel Macron est cette fois-ci à 31,25, c'est surtout grâce à Elab qui le donnait à 33,5, donc ce qui est beaucoup. Tous les instituts, c'est plutôt entre 30 et 31,5, donc on peut se dire que c'est plutôt 30-31%. Pour ce qui concerne Marine Le Pen, donc elle est à 17%, donc à peu près comme dans l'autre graphique. Elle est maintenant confortablement installée à la seconde place, vu que Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sont tous les deux à 12%, devançant Valérie Pécresse à 11,25%. La physionomie générale n'est pas tout à fait différente. La vraie différence, c'est le niveau relatif des poursuivants pour la troisième place. On a Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon en égalité à 12%, avec une dynamique légèrement positive pour Jean-Luc Mélenchon, mais vraiment négative pour Éric Zemmour qui paye ici la guerre en Ukraine. On termine avec Yannick Jadot, donc à 5,5%, donc qui est au-dessus des 5%, et qui résiste grosso modo. Donc voilà pour les premiers tours, maintenant on va passer au second tour. Alors au second tour, donc on peut voir les scores, donc effectivement, Emmanuel Macron creuse les écarts, donc évidemment effet de guerre en Ukraine oblige, donc lorsqu'il y a une guerre, il y a un effet qu'on appelle effet drapeau, ou union sacrée de nation, qui fait que le dirigeant en poste a en général un surcroît de popularité parce qu'il gère la crise, etc. Et même c'est assez invariable par rapport aux résultats qu'il obtient effectivement. C'est un phénomène assez classique en termes d'opinion publique. A noter que Jean-Luc Mélenchon est à peu près au même point que Éric Zemmour, je ne l'ai pas fait figurer ici, mais c'est aussi un 65-35, 66-34% environ. Donc voilà, donc là on a fait les seconds tours. Alors comment on peut expliquer aussi ces niveaux-là? C'est le report des voix qui se fait assez mal à chaque fois. C'est-à-dire que, alors pour Jean-Luc Mélenchon, donc il n'y a pas grand monde à gauche, donc son niveau de 34-35% reflète le fait que la gauche est à niveau relativement bas, donc il a assez peu de réserve de voix. Pour les autres candidats, c'est tout simplement qu'entre différents partis, les reports se font beaucoup plus difficilement qu'avant. Alors c'est vrai que pour le Rassemblement national, c'est plutôt à l'inverse, puisqu'en général,
le Rassemblement national profitait peu de report de voix des autres partis politiques. Mais là, maintenant, c'est aussi vrai pour les Républicains, donc Valérie Pécresse, qui n'arrivent pas à bénéficier d'un report de voix des autres partis de droite et d'extrême droite, comme ça pouvait être le cas un peu plus souvent dans le temps. Et donc, ils se retrouvent en difficulté au second tour. Même chose pour Éric Zemmour. Donc là, on pourrait faire un commentaire sur le fait que, en tant que commentateur, il a pu avoir des propos qui étaient parfois clivants, et pas seulement sur l'immigration ou la sécurité. Et ça peut peut-être faire peur à certains électeurs. Alors je sais qu'il y a des sondages qui les affichent même carrément à 55% ou 63% au premier tour, mais ces sondages-là sont des sondages juste des sites internet qui affichent des cases à cliquer, et il suffit juste qu'il y ait un phénomène de groupe qui fait que pas mal de sympathisants se mettent à cliquer pour que le résultat en soit affecté. Un vrai sondage va veiller à avoir une vraie répartition de l'échantillon qui correspond à la population, c'est-à-dire même pourcentage d'agriculteurs, même pourcentage de cadres, même pourcentage de citadins, répartition hommes-femmes, etc., etc. De manière à ce que l'échantillon soit le plus proche possible de la réalité de la population elle-même. Or, ces sites-là ne font aucune vérification, donc ils peuvent mettre 40 000, 100 000, bon, il faudrait vérifier si c'est exact, on va dire que c'est exact, mais si on interroge par exemple seulement la population du 16e arrondissement de Paris, ça fait environ 100 000 personnes, on se doute bien qu'on n'aura pas le même résultat que si on interroge la population de 93. On a deux sociologies qui n'ont rien à voir, et donc des votes qui n'ont évidemment rien à voir. Et donc ce n'est pas le nombre qui fait la qualité du sondage, c'est la méthodologie utilisée, notamment faire en sorte que l'échantillon corresponde à une photo de la population. Donc voilà, donc c'est terminé pour la partie purement sondage, et nous allons tout simplement passer à la question auquel je réponds. Donc c'est une question qui m'a été posée en commentaire sur l'une de mes dernières vidéos. Mais on m'avait aussi posé la question pourquoi Emmanuel Macron était aussi stable à 24-25% avant la guerre en Ukraine, puisque 31% c'est vraiment lié à la guerre en Ukraine. Son niveau avant-guerre c'était 24-25%. Donc je vais faire cette réponse en plusieurs parties. Donc j'ai tout simplement fait quelques recherches, j'ai essayé de construire un petit peu le pourquoi du comment. Et c'est parti. Hop, non, avant de voir ça, hop, voilà. Donc déjà, le premier élément, c'est que l'électorat français est naturellement fractionné. Donc je reviens justement à ce que je disais sur ces instituts de sondage qui donnent parfois des scores de 50-60% pour un candidat dès le premier tour. Non, il n'y a personne qui au premier tour va faire plus de 50%, ça c'est jamais vu. Et lorsque je dis en 65, c'est bien évidemment au général de Gaulle que je pense, qui pensait être élu dès le premier tour, et s'est retrouvé en ballottage, donc favorable bien évidemment, avec un 43% qui est un score tout à fait honorable, mais qui était une déception pour lui, puisqu'il pensait avoir vraiment l'ensemble de la population, ou au moins la grande majorité silencieuse avec lui. Et cette majorité silencieuse, bon, c'est un constat fait depuis par la suite, c'est qu'en fait, elle n'existe pas vraiment. Elle peut exister sur des points particuliers, par exemple une décision de monter un impôt sur l'essence, donc là vous pouvez avoir une majorité de personnes qui vont être contre cette mesure-là, mais sur l'ensemble d'un candidat ou l'ensemble d'un programme, ce sera très 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 compliqué. Et donc déjà en 65, à une époque où on était dans les 30 glorieuses, le général de Gaulle, donc une période où on se dit que c'était un peu presque le bon vieux temps pour beaucoup de monde, la population était déjà très fractionnée, donc le général de Gaulle avait eu un score au premier tour d'environ 43%. Et là-dessus, je voudrais enchérir sur le fait qu'on a une faible mobilité électorale qui s'est développée, c'est-à-dire que on a une répartition des idéologies, donc avec de l'extrême gauche, de la gauche, du centre droit, la droite, l'extrême droite. Ah, bon, on pourrait passer pas mal de temps là-dessus, et que la mobilité est relativement faible. On va pas avoir une image d'Épinal, il faudrait que les gens votent un coup à gauche, un coup à droite, et ainsi de suite. En réalité, on parle plutôt d'abstention différenciée, c'est-à-dire qu'on a plutôt des électeurs qui sont plutôt favorables à un parti politique, à une idée politique, un courant politique, qui vont s'abstenir de voter pour sanctionner un candidat qui les aime pas. C'est plutôt ce genre de phénomène qu'on va avoir. Et maintenant, on va justement parler là-dessus de la faible mobilité électorale.
On va aussi voir des cas d'autres présidents sortants qui pourtant étaient décriés ou pas décriés, quels étaient leurs scores dessus, parce qu'on m'a beaucoup parlé notamment du bilan, le bilan. En fait, le poids du bilan n'est peut-être pas si important que ça dans le score d'un candidat, d'un président de la République, candidat. Du moins, ça va pas faire changer les gens de vote. Et là, je vais vous présenter ce qui s'est passé dans des précédentes élections. Et c'est là que j'affiche ma fenêtre. Donc là, j'affiche ma fenêtre, et là, ici, c'est l'élection de 1981. Donc à l'époque, la situation de Valéry Giscard d'Estaing était considérée comme extrêmement décriée, notamment donc au niveau des mouvements sociaux, au niveau même au niveau de désolé, il y a eu un petit bruit de fond. Donc au niveau donc de même aussi des humoristes, des personnalités publiques. Et donc Valéry Giscard d'Estaing, donc pour un bilan qui était jugé comme étant négatif, avait réussi à faire 28,32%. Donc un score qui est pas mal. Donc on se rappelle que Emmanuel Macron, avant la guerre en Ukraine, était à 24-25%. Donc Valéry Giscard d'Estaing, qui ne s'est pas fait réélire et qui était très décrié à l'époque, a fait un score qui était au-dessus de ce score-là. On va passer à l'élection de 1988. Donc là, on a entre guillemets deux sortants. On a le président qui en fait est en cohabitation. Donc président sortant, mais en réalité chef d'opposition, il fait un 34%. Il n'y a pas de guerre à l'époque. Là, la guerre du Golfe, c'est plus tard, en 1991. Et Jacques Chirac, donc, qui est le Premier ministre sortant, et qui en plus a la concurrence de Raymond Barre, qui joue sur le même terrain électoral que lui, fait 20%. Donc un score qui est quand même assez honorable. Et si on prend le score de la majorité, on est à 37% ici. Donc on est quelque chose qui est un score quand même assez élevé. Et donc le 31% avec la guerre en Ukraine et le 24-25% sans la guerre en Ukraine est à regarder en comparaison de cela. On pourrait prendre aussi l'élection de Nicolas Sarkozy. Donc là on est en 2012. Enfin pas l'élection, sa tentative de réélection. Donc là encore il a un bilan qui est extrêmement décrié, donc avec un chômage qui est assez élevé, une dette qui a explosé, des mouvements sociaux, des scandales dans la presse. Donc il faut se souvenir qu'à l'époque il n'était même pas donné en début de campagne électorale, d'ailleurs au second tour, donc il fait plutôt une bonne campagne, et il va avoir un score de 27%. Donc là encore, c'est un sortant qui ne s'est pas fait réélire. Donc, et donc là encore, on voit justement qu'un score de 24-25%, ça n'a rien d'exceptionnel pour un président sortant en réalité. Et cela n'a d'autant plus rien d'exceptionnel que Emmanuel Macron bénéficie d'un phénomène, et là par contre il en bénéficie à plein, c'est qu'il y a une faible concurrence dans son créneau politique, donc autour du centre. Donc Emmanuel Macron est assez bien planté au centre. En termes de son positionnement électoral, il va en gros de ce que pouvait être Dominique Strauss-Kahn ou le Parti socialiste réformiste, jusqu'à ce que pouvait être Alain Juppé, donc on va dire la gauche entre guillemets du RPR, donc du centre gauche au centre droit. Et toute cette fraction électorale, normalement, ça représente assez facilement 30% sans aucun problème. On a tout ce qui était l'UDF auparavant, qui faisait donc 15 à 20% assez régulièrement, voire plus, comme on a pu le voir en 1981. On a une partie du RPR qui faisait aussi un 20% assez facilement, et une partie du Parti socialiste, donc ça fait finalement un potentiel électoral qu'on pourrait facilement évaluer aux alentours de 40%. Et sur ces 40% de potentiel électoral, finalement, il en faisait environ 24-25 avant la guerre en Ukraine, il en fait 30-31 maintenant. A contrario, au niveau des autres créneaux, des autres, on va dire, des autres environnements politiques, donc si on prend par exemple la gauche actuellement, on a des candidats qui s'échelonnent donc avec la gauche, pas de centre-gauche, mais une gauche qui est déjà assez bien ancrée à gauche avec Yannick Jadot, jusqu'à l'extrême gauche, on va avoir 5 candidats, et en plus Anne Hidalgo qui essaie d'incarner un centre-gauche mais qui n'y arrive pas. Donc du coup, Emmanuel Macron sur la partie centre-gauche n'a pas vraiment de concurrence. Il en est de même à droite. À droite, effectivement, il y a Valérie Pécresse qui essaie d'incarner un centre-droit mais qui s'est un peu droitisé durant la primaire, et qui donc a du mal à incarner un centre-droit, mais plutôt une droite un peu plus classique, qui pourrait être un peu
allez, je vais dire le milieu du RPR, donc elle est plus à droite. Et au niveau après des autres candidats, ils sont donc soit un peu plus populistes, soit tout simplement plus à droite, ou voire carrément à l'extrême droite. Donc c'était le cas de Marine Le Pen et Éric Zemmour. Et là, on peut voir que là où il y avait un seul candidat auparavant, donc Jean-Marie Le Pen, maintenant, il y a deux candidats. Il y a Marine Le Pen et Éric Zemmour. Il y a évidemment Nicolas Dupont-Aignan, il y a Jean Lassalle et il y a Valérie Pécresse, qui fait que du milieu de la droite jusqu'à l'extrême droite, ils sont 5 en tout. Et donc, en gros, sur 12 candidats, il y en a pratiquement 11 qui essayent de se battre sur à la fois les 25% les plus à gauche et les 25% les plus à droite de l'électorat, on va dire, ou les 30% les plus à gauche et les 30% les plus à droite de l'électorat, et pratiquement un seul candidat qui il se retrouve au milieu, à peu près tranquille. C'est le cas d'Emmanuel Macron, qui du coup se retrouve avec moins de concurrence. Un autre effet, c'est que finalement son score évolue peu, puisque en fait, les personnes qui se votent normalement dans ce genre de mouvement politique, dans ce genre d'opinion politique, ont très peu de choix. Là où les personnes qui vont voter plus à gauche ou plus à droite vont avoir une offre beaucoup plus pléthorique. Donc du coup, cela s'explique. Évidemment, donc le passage de 24-25 à 30-31% s'explique assez facilement par la guerre en Ukraine. C'est un phénomène qu'on connaît bien, qui se réalise à chaque fois que la France est concernée par le conflit. Il y a une sorte d'effet drapeau où on dit l'union sacrée autour de la nation du chef de l'État. François Mitterrand en avait profité en 1991. Jacques Chirac en avait profité par la suite, un petit peu moins pour la guerre au Kosovo, mais beaucoup plus pour ses prises de position sur la guerre en Irak. Donc il en avait énormément profité. Il était devenu beaucoup plus populaire grâce à ça. Et c'est quelque chose qui est assez constant. Et même, il me semble que François Hollande avait eu un petit regain de popularité au début de la guerre au Mali. Et donc, forcément, cet effet-là, d'autant plus que l'électorat qui était peut-être de centre-droit qui pouvait se partager entre Valérie Pécresse et Emmanuel Macron peut être plus sensible au fait de faire l'union sacrée autour du chef de l'État dans un moment difficile. Et donc, pas de chance pour Valérie Pécresse. Elle se retrouve à être en difficulté là où ses prises de position auraient pu lui redonner un avantage. Donc voilà. Donc c'est ainsi que je termine donc cette partie-là. Donc je vais tout simplement réafficher. Donc c'était la question à laquelle je cherchais à répondre. Et là je vais réafficher le titre de la vidéo. Donc c'était la récap pour donc ce lundi. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à ciao, bye bye. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Et si vous posez une question, peut-être que je vous répondrai en vidéo, comme ça a été le cas aujourd'hui. Au revoir.